il y a eu un flat spot. On a eu un flat spot du côté droit, fait que là, j'ai changé. C'est Mélodie qui l'a changé tout seul. Puis qui a fait ça, le flat spot, au juste? Ah, non, c'est jamais personne, ça, c'est sûr. Hein? En passant, l'huile vient d'être changée. C'est encore Mélodie qui a fait ça. Hey! L'huile est claire. Je pense que c'est votre premier vol, là. Les 3 minutes. Bon vol, les filles! Il y a 5,7 % de femmes pilotes aujourd'hui. Il y en avait 5 % en 1929. Je crois qu'il y a peu de femmes pilotes dans le domaine. J'ai une petite fille inuite qui croyait que c'était impossible. Puis dans l'avion, quand elle m'a regardée, elle avait les yeux grands, puis elle a dit à sa mère, « Je croyais pas qu'une femme pouvait être pilote. » Dans le passé, il n'y avait pas beaucoup de femmes, donc c'est difficile de se refléter, de dire « Ah, moi aussi, je vais être pilote ». Souvent, si on va à des conférences, c'est tous des hommes, évidemment. Déjà, il y a une pression parentale. Puis moi, j'en suis la preuve. Quand j'ai parlé de ma première licence, ma mère était affolée. Mais pourquoi pas? T'as plus de chances de te faire frapper par une auto en traversant la rue que d'avoir un accident d'avion, man. Well, everybody, we did it. We're now in Wick, Scotland. We made our first crossing of the Atlantic. I just finished 7.5 hours of flying. I'm really tired. All right, ensuite droite, gauche, droite, neutre. Ici Charlie Foxtrot, Juliette Alfa Romeo. On est prêt à décoller pour la piste 2.5 et on va s'en aller vers le nord-est à 1500 pieds. Je suis pilote de convoyage. Donc en fait en anglais ça s'appelle ferry pilot. Donc ce que je fais c'est que j'amène des avions qui ont été achetés par un client dans un pays et il est dans un autre pays où est-ce que l'avion est manufacturé. En tant que pilote de convoyage, on doit amener l'avion au client. Les types de missions que je fais au niveau de ce genre de pilotage, en ce moment, c'est d'amener des avions en Inde. En fait, il y a 3 écoles de pilotage indiennes qui ont commandé des avions Piper de la compagnie Piper qui est en Floride. Donc, à date, j'ai fait 2 traversées et je suis partie de Goose Bay, Newfoundland, Labrador. Et de là, on est allé jusqu'en Inde en passant par le Groenland, l'Islande, l'Europe, etc. pour nous rendre jusqu'en Inde. La traversée est dangereuse parce qu'on a un avion à un moteur. On a un suit de survie, donc on a une combinaison d'immersion. On se nomme les Teletubbies une fois qu'on rentre là-dedans. Marcher avec ça, c'est très comique. On a un radeau autogonflable dont on est formé en mesure d'urgence. Tous les pilotes sont formés, pas juste les pilotes de convoyage. We're the Teletubbies in Greenland because we're wearing these really huge suits just to show you the legs. It's ridiculous. Je m'appelle Julie et je suis pilote commercial. Moi, c'est Jade et je suis pilote privé. Moi, c'est Mélodie, je suis mécanicienne présentement de métier, puis futurement pilote commercial. Puis je suis présentement avec mes 2 sœurs, nous sommes triplettes. Je suis présentement mécanicienne d'aéronef, des petits avions, l'aviation générale. Je suis aussi en train de suivre ma formation pour être pilote commercial. J'ai toujours vu mon père faire de la mécanique, donc ça a toujours été naturel pour moi de vouloir poursuivre là-dedans. Puis j'ai trouvé ça important d'avoir des connaissances de base en mécanique
pour pouvoir bien comprendre la machine. Moi, j'étudie à Montréal, je fais un bac, mais par contre, je suis pilote privé, donc je fais ça par pure passion. On a toujours été dans ce domaine-là, fait que c'était un peu difficile de passer à côté. Fait que je fais ça par pure passion, puis juste pour apprécier des beaux petits vols au sunset, aller déjeuner. Donc moi, j'ai commencé très jeune avec notre père, comme mes deux sœurs. Moi, je fais plus que ce qui est pilote de brousse. J'ai été emmenée à déménager à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. On vole sur les lacs, on vole sur flotte, on vole sur ski l'hiver aussi. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts physiques. Mais moi, j'ai la mentalité de si on veut le faire, on est capable d'y arriver. C'est beaucoup, on gère avec les communautés, on fait principalement leurs besoins de nourriture. On est l'épicerie dans le Nord, il n'y a pas de route. Comment que les communautés, leur nourriture, c'est par avion. Donc nous, on fait leurs services médicaux, on est l'ambulance, on amène toute leur nourriture, on amène l'épicerie et on fournit tous les autres besoins qu'eux, ils demandent. En fait, là, travailler dans le Nord, c'est très le fun, c'est très challengeant. Le soleil se lève à 11 h de l'après-midi, il se couche à 1h30, 2 h. On passe notre vie dans le noir, dans les conditions qui sont à moins 50, moins 60 des fois, on part nos moteurs. C'est très difficile, mais c'est très le fun. C'est unique. Mon métier, c'est le meilleur métier du monde. Je travaille dans le Grand Nord du Québec. Je dessers les Inuits et toutes les communautés dans le Nord. On a des bases un peu partout. Ça a toujours été un de mes rêves, dans le sens que j'ai voulu travailler dans l'Arctique en sortant de l'école. Je suis partie travailler quelques années pour les grandes lignes aériennes où on amenait les passagers en vacances et tout. Dans les grandes compagnies aériennes, c'est très confortable. C'était un bel emploi. J'ai rien à dire, c'était une belle compagnie, mais il me manquait de défis pour moi parce que tout est automatisé, tout est plus facile, tout est confortable. Moi, j'aime le défi et puis d'atterrir de vent de travers dans une tempête de neige, moi, ça me convient, je suis heureuse, puis ça répond à mes besoins. Je n'aurais jamais pensé travailler dans l'aérospatiale personnellement, car je suis géologue de formation. Ma formation était très différente. Je suis tombée par hasard dans l'aviation, tout ce qui est aérospatial, et je suis tombée amoureuse de ça très rapidement. C'était un coup de foudre. On fait face à des enjeux que les autres n'ont pas. La mission, c'est de relier des villages autochtones, services essentiels. On transporte un peu de tout. Il n'y a aucune route qui mène au village, donc on transporte et les passagers, le cargo, toute la nourriture, les meubles, les médicaments, les patients qui doivent aller pour un rendez-vous. On transporte des évacuations médicales, parfois ils appellent ça des vols nolisés. Dans le Grand Nord, on transporte toutes sortes de personnes. C'est vital comme service. On a des régions parfois qui ne sont pas desservies pendant quelques jours dû à une grosse tempête, un blizzard. C'est vraiment important le service qu'on offre aux Inuits. J'ai eu une formation particulière sur le Dash 8. Les conditions sont difficiles dans le Nord. On a souvent des blizzards ou des vents très forts. Les pistes sont parfois contaminées par de la neige, de la glace, des accumulations. Il faut calculer les vents de travers. Alors, la formation continue chez nous pour les pilotes de ligne. Chaque année, on a des formations théoriques sur la compagnie, le givrage, plusieurs sujets reliés à l'aviation. Et c'est du simulateur. À chaque 6 mois, on passe au simulateur. Quand tu tombes dans pilote au niveau commercial, quand on fait des sessions de simulateur, donc moi j'ai été faire mon training initial en simulateur à Calgary. On a passé environ 20 heures en simulateur. On a fait tout ce que l'avion pouvait faire. On a fait toutes les situations de pratique de emergencies. On a fait apprendre à manœuvrer l'avion, puis nous mettre dans toutes les pires situations qu'un pilote voudrait
et ne veut pas être, mais on est bien formé, ils nous encadrent et à la fin, on a un examen. C'est hyper réaliste. C'est le même cockpit, c'est le même avion que tu vas être assis dedans en temps réel. Situation, c'est des pannes moteurs. Quand on est des avions 2 moteurs, c'est des pannes moteurs en plein au décollage. Ensuite, on descend à une approche, on fait juste des simulations sur un moteur ou des moteurs qui sont en feu. Évidemment, on ne veut pas ça, mais on pratique toutes les situations pour que la sécurité soit maximisée et on soit capable de faire face à la situation en temps réel si ça arrive. Nous assemblons et fabriquons des simulateurs qui vont représenter fidèlement les conditions de vol pour permettre aux pilotes et aux équipages de se former en restant au sol. Tu sais, celle-là, je pense qu'on va le connecter après. On le laisse comme ça, là. Présentement, je travaille dans le département de câblage. Le département de câblage, je fais des connecteurs. Les connecteurs, ça va dans le simulateur. Dans le simulateur, on peut avoir plus de 1000 câbles pour les faire installer. Chaque simulateur, c'est vraiment différent. On ne fait jamais la même chose. Nous, on travaille pour les côtés civils et les côtés militaires. Les pilotes qui sont dans différentes conditions, que ce soit dans des conditions météorologiques diverses ou bien quand il y a des situations comme par exemple des oiseaux qui pourraient entrer dans le moteur ou bien de la neige ou des tempêtes, le simulateur peut permettre de représenter toutes ces conditions à l'intérieur du simulateur. Chaque caractéristique qu'il y a dans le simulateur, nous, on va faire pareil. Ça va être vraiment pareil. Un pilote ne se rend pas compte si c'est un simulateur ou c'est un vrai avion, parce qu'il va vivre les mêmes images, les mêmes émotions, ça va être tout pareil. Nous avons une place très importante au niveau de la sécurité. Nous nous assurons toujours que les gens qui sont critiques, que ce soit le pilote, que ce soit l'équipage, sont toujours bien formés, bien outillés pour pouvoir répondre aux situations vraiment là, dans les moments où ça compte le plus. Pour ce qui est des risques, c'est certain qu'on y pense tout le temps et ce sont des risques calculés qu'on prend. Je n'ai jamais eu de situation où je me suis dit je ne devrais pas être ici. C'est toujours la sécurité qui prévaut. En 25 ans, je vous dirais seulement une fois que j'ai eu des frayeurs. On a eu une situation à Salouit, dans le Grand Nord, où on a eu des grands vents descendants. Et puis même à maximum puissance dans l'avion, on n'a pas réussi à diminuer la descente. Ça continue à descendre. C'est la seule fois que j'ai eu peur en 25 ans. Tout s'est bien passé. On est revenu à destination. Tout était correct. Le Nord, c'est magnifique, c'est super beau. Et comme c'est beau, c'est capricieux. Mère Nature est vraiment, vraiment capricieuse. On a eu des blizzards, on a dû overshoot plusieurs fois. Mais sincèrement, à chaque fois, je sais qu'on est tellement bien entraînés, que ce soit nous, nos pilotes. J'ai une confiance aveugle en nos pilotes. J'ai eu une petite urgence en vol qui s'est super bien passée. C'était mon 5e vol, j'étais toute nouvelle. Les pilotes, j'oublierai jamais la communication qu'il y a eu entre eux. Ils savaient que c'était nouveau. Les pilotes sont devenus mes amis. Parce qu'on a tellement bien géré ça que si c'était à refaire, je le referais. Des fois, surtout, l'environnement, c'est un gros facteur qui pourrait nuire à la sécurité du vol. Nous, en tant que plus pilote de brousse, on n'atterrit pas toujours sur des pistes. Donc moi, je dirais, de ma part, plus du côté pilote de brousse, c'est évidemment plus l'environnement. Ça peut être un petit peu plus épeurant, qu'est-ce qu'on dit? On n'atterrit pas sur des surfaces qui ont beaucoup d'aéroports. On n'atterrit pas, évidemment, dans des endroits qui sont contrôlés. Donc la météo, c'est tu vas voir quand tu vas arriver. On a des SOP, des Standard Operating Procedures, qui sont vraiment importantes à suivre. Selon moi, CAE, leur grande force, c'est leur simulateur pour tous les pilotes de ligne aérienne. Ça permet aux pilotes qui ont des licences ATPL, Airline Transport License, de faire leur formation récurrente tous les 6 mois. Donc les pilotes de ligne sont obligés par la loi, tous les 6 mois, de faire des séances de simulateur où ils font des procédures d'urgence, des manœuvres spécifiques pour rester aguerris au cas où il y a une urgence. Parce que bien sûr, ils ne vont pas créer des urgences en vol. Donc, ils pratiquent dans un simulateur. Nos simulateurs sont vraiment utilisés partout à travers le monde. Tous les pilotes qui sont dans l'aviation commerciale doivent avoir certaines heures de formation dans un simulateur. Donc, définitivement, nos simulateurs sont très présents dans la vie des pilotes et dans leur formation.
Merci. Depuis mon jeune âge, j'ai voulu travailler dans l'aérospatiale. Quand j'ai annoncé à ma famille que je voulais être pilote, ils étaient tous très heureux pour moi. Mon père m'a encouragée tout au long, ma mère également. Ma famille était très heureuse. Mais c'est plutôt à l'école que j'ai eu des embûches. Quand j'étais au secondaire et que c'était le moment de choisir la suite des études, j'étais avec des religieuses à l'école, que des filles comme étudiantes. Et puis, je leur ai annoncé que je voulais devenir pilote. On m'a dit que c'était impossible pour les femmes, que je devais choisir un autre métier. Alors, j'ai commencé à chercher ailleurs, mais c'était pas ce que je voulais. Pour finalement découvrir que les femmes étaient acceptées à l'école à Chicoutimi, puis j'ai poursuivi les études éventuellement. Si Jade, je bouge l'élévateur. Bouge le don. Parfait. Prise le rond. C'est bon. On y va. Parfait. Bye. Bye. Mais là, on a deux C'est avec parti. les dons. Les trois, mais pour les trois, c'était vraiment facile de tomber dans l'aviation. Notre père aussi est pilote commercial de métier. On a toujours été en aviation, on a toujours été entourés d'avions, on baignait dans les avions. Moi, je me souviens absolument pas de mon premier vol. Je me souviens par des photos ici et là, mais sinon, non. On était trop petites. On se souvient juste à très bas âge, je dirais vers l'âge de 5-6 ans, peut-être, là, on commençait à piloter. On touchait pas aux pédales, mais c'était vraiment juste avec le stick, puis on suivait le GPS avec la ligne rose. C'est juste ça que je me souviens. Puis ça n'a jamais arrêté. On a toujours volé, puis on a toujours continué. Dans le fond, la passion de la famille a commencé avec notre père, qui était propriétaire d'un petit avion 2 places, un J3 Cub, dans le fond. Et c'était toujours agréable de partir en vol avec. C'était un 2 places. Il y avait la place pour seulement une fille à la fois. Je me souviens, notre mère mettait un calendrier, puis c'était pas qu'il y ait des chicanes, en fait. Une semaine, c'est une fille, une semaine, c'est l'autre fille, parce que sinon... Si la même fille faisait le même vol la même semaine, 2 semaines de suite, c'était la grosse chicane. Donc, c'était vraiment important, le calendrier à la maison. Puis après, en fait, c'est que ça a commencé, ça a toujours été agréable d'aller voler. Donc, ça a toujours été de quotidien être dans les airs pour nous. Hey everyone, quickly, I just landed here. We're in Iceland! We're here in Iceland, Keflavik Airport with the gang. We're all heading to get our passports cleared and all that. So, bye! Pourquoi je suis devenue pilote? Parce qu'à l'âge de 5 ans, ma mère avait un ami qui avait un hydravion, qui est venu nous voir. On était sur la Côte d'Azur à l'époque, en France. Et il nous a proposé de nous faire un vol à mon frère et moi. Et donc, il m'avait assis à droite en avant, le pilote. Et après, il m'a mis sur ses genoux, puis il m'a laissé prendre les commandes. Et il m'a dit, fais ce que tu veux. Si tu tires sur le manche, on va vers le ciel. Si tu pousses vers le manche, on va vers l'eau. Et moi, j'ai tiré comme avec mes petites mains de 5 ans. J'ai pas dû tirer si fort que ça. Il a dû m'aider, je pense. Mais j'ai tiré, puis mon frère, il gueulait en arrière. Elle va nous tuer! Il avait aucun plaisir. Et moi, j'étais aux anges. Et après ça, j'ai comme cultivé ça. Tu sais, quand tu voles, quand on est en 3D, tu as une dimension différente, tu as une perspective différente. Et cette vue d'aigle que tu as à 1000 pieds, 2000 pieds, tu as une vue et tu as une perspective sur la Terre, sur les gens, sur la beauté de la planète et aussi le fait qu'on est si petit, qui est tellement réel et ça met tout en perspective. On dirait que ça fait relativiser tout. Moi, ce que je dirais aux jeunes, allez visiter une entreprise en aérospatiale parce qu'il y a plein d'ouvertures à l'intérieur des entreprises de transport. Il y a même des entreprises qui vont aider de jeunes pilotes à devenir pilotes avec une expérience. C'est dur d'être pilote. Puis c'est une industrie qui est très masculine. Il y a encore des gars qui nous regardent, genre, qu'est-ce que tu fais là tu sais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le truc plus drôle, c'est quand j'ai commencé le convoyage en convoyant mon propre petit avion en Floride. De Montréal en Floride, je l'ai amené toute seule en Floride. Et à chaque fois que j'arrive, les gars aux aéroports, ils vont mettre de l'essence dans l'avion. Puis quand ils disent donc, il est où le pilote? Je suis comme, il est là. Oh, you're the pilot. Yeah, I'm the pilot.
Le premier emploi que j'ai voulu obtenir, j'avais un entretien de planifié. Je me suis rendue à 8 heures de route avec ma petite voiture pour l'entretien. On m'a accueillie dans un cadre de porte et on a pris mon CV, on l'a mis dans la poubelle. Puis on m'a clairement dit qu'ils n'embauchaient pas de femmes. Alors, j'ai voulu savoir pourquoi. On m'a répondu que les femmes n'étaient pas assez fortes physiquement, qu'elles pleuraient souvent, qu'elles devaient prendre des congés pour des maternités. Alors, pour eux, c'était certain qu'ils n'embaucheraient pas de femmes. Ça, c'est une vieille mentalité d'il y a à peu près plus de 20 ans, là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Les femmes sont bien acceptées dans le secteur. Mais maintenant, il y a beaucoup de filles qu'on côtoie, qui voient, qui sont tous intéressées, qui veulent voler. Puis que tu sois un gars ou une fille, moi, je travaille sur une compagnie aérienne, on voit beaucoup de monde. Il n'y a personne qui dit « T'es une femme, tu vas pas faire la job ». L'Inde est le pays où il y a le plus de femmes pilotes. C'est comme pas loin de 14 % de femmes pilotes. Ils sont arrivés à un plateau avec leurs pilotes hommes et ils ont commencé à mousser la valeur que les femmes soient pilotes et ils ont impliqué les familles. Et donc les pères sont fiers de dire ma femme, ma fille, ma nièce et mon fils et nanana sont pilotes, on est une famille de pilotes. Et ils ont réussi à trouver cette solution-là en disant si on ne va pas chercher des filles, on n'aura jamais assez de pilotes chez nous. Chez Air Inuit, je crois qu'on a dépassé le 15 % de pilotes. C'est le plus haut pourcentage au Canada de femmes pilotes. Et il y a 20 ans, quand j'ai commencé ici, c'était le même pourcentage. Alors, on a toujours eu un haut pourcentage de femmes dans la compagnie. Bon, déjà, il y a cette encore aujourd'hui, il y a cette connotation qu'une femme ne va pas faire un aussi bon pilote. Il y a plein de femmes pilotes de ligne qui sont extraordinaires. Et d'ailleurs, les dernières études ont démontré que si, dans un cockpit de ligne aérienne, il y a un homme et une femme en avant, il y a de meilleures décisions qui se prennent que s'il y a 2 hommes ou s'il y a 2 femmes. Deuxième chose, ça coûte cher. Dans notre société, même encore aujourd'hui, une femme qui devient pilote, les parents vont se dire elle va faire ses cours de pilotage, elle va venir d'être pilote, après elle va se marier, elle va faire des enfants, elle va arrêter de piloter, puis on aura mis tout cet argent-là, pourquoi? C'est un genre de cercle vicieux. Parce qu'une femme, elle se dit ok, je veux être pilote, puis là maintenant j'ai un bébé, j'ai un enfant, le bébé, il faut que je trouve une gardienne, mais j'ai pas d'horaire fixe, je suis sur appel. Je fais comment pendant 1 mois sur appel? C'est pas viable. Puis après ça, il y a tous les mythes sur l'aviation. Faut être ingénieur, faut être bon en maths, faut, je sais pas, moi, faut avoir une vue parfaite, faut pas être plus grande ou plus petite que je sais pas trop quoi. Ça, c'est que des mythes, là. C'est que des niaiseries, là, ça existe pas. Le 4e truc, il est le plus important, c'est la confiance en soi. Puis les femmes, c'est pas une excuse, c'est vraiment un fait scientifique que j'ai découvert en faisant des recherches, c'est que les femmes, on a 7 fois moins de testostérone que les hommes. Donc on en a de la testostérone, mais on en a genre 7 fois moins, un tout petit peu. Puis ce que j'ai découvert, c'est que la testostérone, à part la virilité, la pilosité, etc., la testostérone, c'est responsable pour la confiance en soi. C'est un boost naturel de confiance. Fait que les gars, ils ont 7 fois plus de confiance en eux que nous. Et donc, ça s'est même répercuté, pas juste bien sûr dans l'aviation, mais dans tous les domaines. Le gars, il a 60% de ce qu'il faut pour le poste, la fille, elle a 95%, le gars, il applique, la fille, elle applique pas. Pourquoi? Parce que la fille, elle se dit, j'ai pas ce qu'il faut. Il me manque le 5%, puis tant que je l'ai... Elle veut avoir le 120%, puis dire, je le prends. Ça, là, moi, j'en parle dans mes conférences tout le temps parce que je veux que les femmes et les filles et les mamans et les papas, ils boostent leurs filles. J'ai touché plusieurs secteurs. Quand je me promène puis je vois les entreprises dans le secteur de l'aérospatial comparé à d'autres secteurs, ce que j'ai touché, c'est wow. C'est le fun de travailler avec des passionnés. Puis c'est pas tous les endroits qu'on donne l'opportunité aux jeunes de pouvoir grandir, là. Puis avoir des idées pour innover, autant pour les femmes que pour les hommes. On encourage vraiment les femmes à joindre le milieu de l'aviation et en étant pilote, il va y avoir une demande exceptionnelle là, dans les prochaines années. On a vraiment besoin de tous les profils. Le marché de l'aérospatial est en grande hausse. Nous aurons besoin là, de tous pour pouvoir répondre à la demande. Je pense que ce qui rend un bon pilote, c'est juste avoir de la confiance et juste avoir du plaisir. Aussitôt que tu as du plaisir à faire ce que tu fais, ça va pas être une corvée, tu vas avoir du plaisir et évidemment, tu vas vouloir être bon. Avoir un bon sens de jugement puis un bon esprit critique. Je rajouterais la passion. Un bon pilote est toujours super passionné. C'est ça qui va le motiver à étudier, à pousser à toujours être à son meilleur. T'es plus dans le moment présent si t'es passionné. Pour être pilote, il faut être doué en jugement.
ton jugement, ta capacité de prendre la bonne décision, c'est ce qui va différencier un bon pilote d'un mauvais pilote, c'est ce qui va différencier un pilote qui vit longtemps et quelqu'un qui se tue jeune. Le jugement, il commence quand tu apprends à voler, tes atterrissages, c'est ce qui est le plus important, bien sûr, et tu apprends à juger, est-ce que j'atterris ou est-ce que je remets les gaz puis je continue parce que si je continue, il y a des chances que je me plante. Fait que tu sais quoi? Je vais perdre dans 10 minutes puis je vais revenir, puis je vais faire ça correctement. Fait que ce jugement-là, il est important. Le jugement de tu regardes ton avion, tu as mis trop de bagages dedans, tu sais que tu es trop lourd. Est-ce que tu vas vraiment décoller ou est-ce que tu vas prendre le risque, tu sais? Et la force de dire non, mais je sais que je vérifie. Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis reposée? Est-ce que j'ai un mal de tête? Est-ce que j'ai pris des médicaments? Est-ce que j'ai trop bu hier soir? Est-ce que ce matin j'ai pris trop de café ou pas assez? Tu sais, comment je me sens? Puis si tu réponds pas, ça va, tu devrais pas aller voler. Je suis fière du parcours que j'ai fait. Ça n'a pas été facile. J'ai eu plusieurs embûches, mais aujourd'hui, la voie, elle est vraiment plus ouverte pour les femmes. Aujourd'hui, on est accepté au même niveau que les hommes, tant au niveau de formation, pilotage, dans mon entourage, les mécaniciennes, tout le monde est sur un pied égal. Je crois que c'est rare. C'est rare les pilotes, donc ça peut être une fierté parce qu'on a réussi à percer peut-être dans un domaine peu connu. Quand je convoie des avions, ce que j'aime, c'est justement que je suis pas à 40 000 pieds. Je suis entre 2 000 pieds puis 10 000 pieds. Entre 2 000 pieds et 10 000 pieds, tu vois la planète de proche, quoi. Tu vois, j'ai des photos puis des images dans ma tête que j'ai même pas pu prendre en photo. Et quand je fais du convoyage et que je peux piloter des avions en bas de 15 000 pieds, sans oxygène, sans pressurisation, sans tout ça, ouais, il y a un côté risque énorme, donc je suis très consciente. Mais il y a un côté aventure qui est inégalable, je veux dire. La seule autre chose qui pourrait être aussi tripante que ça serait de combattre des feux. Ce qui est vraiment spécial avec l'aérospatiale, c'est que les gens sont extrêmement passionnés. Le domaine est complexe, les produits sont complexes. Donc, vraiment, ça nous donne des défis exceptionnels où on peut toujours se pousser à aller de l'avant, à innover. Le domaine et les gens, les deux ensemble, là, ça amène un milieu super dynamique et inspirant. Moi, quand je monte en avion, je dis « OK, c'est avec nous, c'est ici, c'est nous qu'on a formé les pilotes et on va continuer à le faire et je me sens en sécurité. » Je suis fière d'être pilote parce que je fais partie du 5,6% des femmes qui sont pilotes. Je suis fière parce que c'est dur, ça demande toute ta concentration, ça demande toutes tes habiletés. Tu as besoin de ton être au complet pour piloter. Donc la fierté, c'est on n'est pas fait pour voler, on n'est pas censé voler. Puis je fais du pilotage qui est différent. Pas parce que je veux prouver quoi que ce soit, mais juste que c'est tripant le pilotage que je fais. Never give up, baisse jamais les bras. Je dirais aux femmes, tu baisses pas les bras. Sinon, ça veut dire que tu le veux pas assez. Puis c'est correct si tu le veux pas assez. Mais si tu le veux assez, ça vaut la peine.